Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les hommes des médias célébrés ce 3 mai. C'est la journée mondiale de la liberté de presse. À cet effet, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a organisé une journée porte ouverte qui a eu pour thème dégringolade du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières, responsabilité des acteurs et approche de solutions. Les détails, c'est dans un court instant. Émile Agbanglassi est le vainqueur de l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération béninoise de Scrabble, une compétition qui a opposé une vingtaine de Scrabble béninois samedi dernier à Cotonou. Et puis, les élections régionales de Madrid de demain, mardi, pourraient avoir des répercussions sur le gouvernement espagnol qui s'est beaucoup investi dans la campagne. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le Bénin célèbre aujourd'hui 3 mai la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « L'information comme bien public ». L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a organisé à cet effet une journée porte ouverte pour marquer cette commémoration. Clémence Tonoucoin y a pris part. Voici son compte rendu. Pour marquer la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a choisi de réfléchir sur le thème « Dégringolade du Bénin dans le classement de Reporters sans frontières, responsabilité des acteurs et approche de solutions ». L'occasion a été propice pour relever les maux qui minent la presse béninoise afin de proposer quelques approches de solutions. Le professionnel des médias ignore d'abord que l'article 1er du Code lui dit de respecter les faits et rien que les faits. Quoi que cela puisse lui coûter personnellement. Et tout simplement parce que celui qui veut le lire, celui qui veut le regarder, celui qui veut l'écouter, a droit à la vérité. Chers professionnels, que ce soit un principe sacro-saint écrit dans votre tête, tant que vous êtes professionnel des médias, vous avez le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. La méconnaissance va au point où les professionnels des médias ne savent même pas qu'ils ont le devoir d'être syndiqués pour lutter pour leur salaire en tant que syndicat, que de tendre la main à des personnes qui les prennent tout simplement comme ceux qui sont en train de quémander. Le code de la déontologie, en son article 2, dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Mieux on lui dit, si lui-même il a un doute sur l'information, qu'il s'abstienne de publier cette information, tout au moins qu'il puisse prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire une certaine circonspection. Quand le professionnel des médias à qui l'information vient ou qui collecte l'information n'en est pas rassuré lui-même, pourquoi devrait-il faire cela? Et mieux, on nous dit, dès que nous commettons une erreur, il faut que nous rectifions dans les publications qui viennent. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais avant cette réflexion, qui a connu la participation de 4 panélistes, l'institution, par la voix de son secrétaire général, a fait une déclaration dans laquelle le rôle de la presse béninoise a été mis en exergue. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice. Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en dépit de quelques dérapages observés, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. Cette année, Reporters sans frontières a à nouveau déclassé la presse béninoise. Elle se trouve désormais à la 114e place avec une note de 38,18, ce qui renseigne à suffisance sur le mal-être de notre presse en dépit des efforts marginaux observés au sein de la corporation. Une visite guidée des locaux de l'institution a mis un terme aux activités prévues par l'ODEM pour marquer cette célébration.
Et puis, quelques professionnels des médias ont apprécié cette initiative de l'ODEM et se sont principalement prononcés sur la thématique retenue au plan national. Ils sont au micro de Clémence Tonoucoin. Cette édition a été placée sous le thème « L'information comme bien public » pour signifier une fois encore que la presse a un rôle essentiel dans la consolidation de l'état de droit. L'État est un bien public, c'est-à-dire que c'est un bien que nous avons en partage. Et si nous avons quelque chose en partage, nous devons le protéger, nous devons le promouvoir, et c'est que ce que nous avons en partage nous est utile. Un bien public, c'est un bien dont l'utilité est partagée. C'est un bien dont on peut se revendiquer tous d'être héritiers de cela. Imaginez la place publique de l'Étoile Rouge. C'est un bien public. Il est accessible à tous. Pour rester à la place de l'Étoile Rouge, par exemple, on ne demande pas votre condition sociale. Et de la même façon, l'information que les médias donnent, que les médias collectent et traitent, sont donc d'une grande utilité. Si elle n'est pas bien fournie, si le contenu n'est pas vérifié, si le contenu n'est pas achalandé, eh bien, cette information peut constituer un danger. C'est l'intérêt du public qui guidait toujours le fait que le journaliste se lève pour aller collecter l'information, le traiter et venir mettre à la disposition de la population. Donc, si on veut nous rappeler aujourd'hui que c'est comme une denrée publique, cela veut tout simplement nous dire que ce que nous devons apporter au public doit pouvoir être des informations de qualité parce que c'est pour le public que nous travaillons. Cela me l'inspire et je pense que les professionnels des médias doivent se sentir heureux. Si on avait pu anticiper, on aurait pu apporter des informations de différentes catégories, c'est-à-dire en nous basant sur les différents genres journalistiques pour qu'aujourd'hui, on puisse sur le même sujet apporter des informations de compte rendu, des informations de reportage, des informations d'interview, des informations de portraits, etc. pour montrer qu'avec les différents genres, nous aussi, nous avons compris cela et nous apportons les informations. L'information, c'est une denrée publique parce que tout simplement, tout ce que nous faisons là, c'est pour l'intérêt du public que nous le faisons. L'information, ce n'est pas seulement pour les populations. Il faudrait que le journaliste, l'acteur des médias, le professionnel des médias traite l'information avec sérieux, avec beaucoup de circonspection pour que l'information soit vraie, pour que ça ne crée pas de polémique. C'est pour ça que quand on dit bien public, l'information contribue à l'essor de la communauté, au bien-être de la communauté. Il ne faut pas servir de fausses informations à la communauté. Et vous savez bien que quand on dit journalisme, il y a information, communication, éducation. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et l'information, c'est comme une denrée qui est importante à toute la société pour éviter les malentendus, les guerres, les violences, l'incivisme et autres. Et puis, à l'occasion de cette 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre béninois de la Communication a délivré un message à l'endroit de tous les professionnels des médias béninois. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un état de droit et de la démocratie chez nous au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car
le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter les professionnels à plus de professionnalisme et à plus de rigueur dans la production et la diffusion de contenu. Je pense beaucoup plus aux acteurs des nouveaux médias, Internet, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, etc., sur lesquels les problèmes se posent beaucoup plus afin que les contenus qu'ils proposent donnent moins de soucis et aillent dans l'intérêt du public, soient utiles et constructifs pour la société, la démocratie et l'État de droit. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Une très belle couverture, globalement sans dérive, sans diffamation, sans atteinte à la vie privée des candidats, sans intoxication et sans volonté de nuire. C'est la preuve qu'il y a de plus en plus du mieux en termes de responsabilité et de conscience professionnelle. Sur Convainc-moi de ce matin, de ce jour, dans l'émission Matin d'Éden, Vincent Folly, promoteur du journal La Nouvelle Tribune, a opiné sur le message du ministre de la Communication ainsi que sur la thématique de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse. Pour l'inviter, la presse béninoise recule et cela n'endort point le Bénin. Voici un extrait de ses propos. Je voudrais simplement rappeler que la liberté de presse et le classement de Reporters sans frontières n'est pas un classement pour dire quel est le pays qui a les meilleurs journalistes, qui a les meilleurs médias. C'est un classement pour montrer quels sont les pays qui offrent le meilleur environnement pour la liberté de presse. C'est-à-dire, lorsque nous sommes 114e sur 180, ce n'est pas un rang honorable. C'est parce que ça montre l'accord, c'est-à-dire l'environnement que nous créons pour les journalistes. Et nous sommes 114e, le 114e pays sur 180. Je crois que ce n'est pas très honorable. Le ministre a dit qu'il prend acte, que le gouvernement prend acte du rang du classement de Reporters sans frontières. Mais prendre acte, c'est quoi? C'est offrir le meilleur environnement pour la célébration, pour la liberté de presse, pour le travail des journalistes. Il fut un temps où le Bénin était classé parmi les meilleurs pays d'Afrique. Le premier même. Le premier en Afrique. Et c'était sous le président Mathieu Kérékou, un militaire. Aujourd'hui, de la 25e place où nous étions, nous sommes maintenant 114e. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'information est un bien public? C'est le thème de l'UNESCO cette année. Est-ce que l'information aujourd'hui, fondamentalement, est un bien public au Bénin? Mais non, il ne l'est pas. L'information n'est pas un bien public au Bénin. Et le constat est clair. Regardez les dernières élections. Si le métier était fait normalement, nous avions toutes les conditions pour exercer ce métier. Tout le débat sur les bourrages d'urnes, comment on peut dire, les fraudes qu'on a constatées, ce ne serait pas fait sur les réseaux sociaux. Ce serait avec des constats de journalistes sur le terrain. La presse, l'information est un bien public parce qu'elle peut être vérifiée, elle est traitée avant d'être livrée. Et il faut permettre aux journalistes de livrer l'information.
Actualité en dehors du Bénin, en République démocratique du Congo, l'état de siège a été décrété ce week-end dans 2 provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs mois, des zones sont la cible de plusieurs groupes armés. Des mesures radicales face à l'insécurité, le président Félix Tshisekedi avait prévenu. Dans la soirée de vendredi, c'est son porte-parole qui l'a annoncé. Le président de la République a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une décision motivée par la présence de dizaines de groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Il s'agit notamment des ADF, Forces démocratiques alliées, des rebelles musulmans ougandais à l'origine qui seraient coupables du massacre de plus de 1000 civils depuis novembre 2019 sur le seul territoire de Béni. Une mesure sage pour certains, mais qui soulève également de nombreuses interrogations. La décision du chef de l'État, quand elle rentre directement dans l'intérêt de la population, et si elle va faire revenir, elle va faire à ce que la sécurité puisse revenir en province du Nord Kivu et en Ituri, et bien sûr partout en RDC, et donc c'est une bonne décision, et qu'elle peut être impopulaire, mais elle revient à une bonne décision du fait qu'elle va aider, conformément à ce qu'a dit le chef de l'État et le Premier ministre, à contrôler la question sécuritaire. La population ici au Nord Kivu se pose beaucoup de questions. Vous savez, ce qui dit état de siège, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de restrictions au niveau de la population. Et au niveau de toute la province, il y a l'administration qui ne va plus être la même, les autorités ne vont plus être les mêmes. La population sait qu'elle a une armée, des gens qui se sacrifient, mais parmi ces gens-là de l'armée, il y a des affairistes. Des gens qui font du commerce des véhicules, du commerce de l'or, du commerce du bois, du commerce du cacao. Et c'est autant de questions que nous nous posons. Est-ce que le chef de l'État a pu mûrir vraiment cette décision ? Des inquiétudes confortées par les récentes manifestations de rejet de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, par la population de Béni, qui l'accuse d'inaction face à ces tueries. Vendredi matin, après une semaine de siège devant la mairie, la police a dispersé un sit-in d'étudiants qui réclamaient également la présence du président. En parallèle à ce mécontentement, Félix Tshisekedi a lui été conforté par sa visite à Paris ce mardi où il a demandé l'aide de la France. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Mais l'état de siège signifie aussi le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire. Une ordonnance doit bientôt détailler les modalités d'application de cet état de siège. L'Ouganda suspend tous ses vols en provenance de l'Inde après un premier cas de variant. Le pays a lancé sa campagne de vaccination contre le virus, le coronavirus. Plus de la moitié de la population ougandaise a déjà reçu une première dose de vaccin, mais certaines zones du pays sont plus difficiles d'accès que d'autres. Atteindre des centaines de personnes vulnérables dans les zones rurales, un défi majeur pour la campagne de vaccination en Ouganda. Le lac Bunyonyi se trouve dans le sud-ouest du pays, parsemé d'îles. Ses eaux abritent quelques 2500 habitants. C'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès du pays, notamment pour le personnel médical basé sur l'île de Banwa. Pour chaque action de proximité que nous faisons ici, nous devons traverser le lac. Chaque patient qui vient ici doit aussi traverser le lac. Cela signifie que sans utiliser de bateau, vous ne pouvez pas accéder aux centres de santé et aux services médicaux. Cela nécessite plusieurs choses, l'argent ou alors des ressources en carburant. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous déplacer pour recevoir des soins. Atteindre les îles environnantes implique une traversée au moins de 30 minutes en bateau, soit sur un canoë traditionnel ou à bord d'un bateau moteur bien plus coûteux. Les vaccins sont ainsi transportés au travers du lac dans une simple glacière. Une avancée néanmoins pour cette zone qui ne disposait pas de fonds suffisants pour débuter une campagne de vaccination.
Au centre de santé Biama 3, ils n'avaient pas encore commencé la vaccination contre le Covid-19, alors que le gouvernement l'a lancé le 10 mars. Mais le district nous a expliqué que le transport constitue une limite car les vaccins doivent être acheminés depuis le district. Pour qu'un bateau fasse un aller-retour pour venir jusqu'ici, cela coûte la somme de $28. Et effectivement, une telle somme n'est pas à la portée de tous. La pandémie de Covid-19 a rendu la situation encore plus difficile pour les habitants de l'île, lesquels comptent en temps normal sur le tourisme comme source de revenus. L'exercice à Banois a permis à plus de 200 personnes de se faire vacciner dès mercredi, premier jour de la distribution. Les autorités espèrent vacciner 1000 personnes parmi les plus vulnérables sur ces îles. Selon les chiffres officiels, le pays déplore seulement près de 40 000 cas pour plus de 334 décès. Les élections régionales auront lieu demain en Espagne, un scrutin à portée nationale qui pourrait sanctionner le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. Suivez ce reportage sur les enjeux de ce scrutin, c'est avec nos confrères de RT France. Ce mardi en Espagne, tous les regards seront braqués sur la capitale. Et pour cause, le vote qui doit renouveler l'Assemblée législative de la communauté autonome de Madrid a tout du scrutin explosif. D'abord parce que la région est la plus riche du pays, qu'elle représente 20% du PIB et qu'elle est dotée de pouvoirs considérables. Ensuite parce que Madrid est sa région dirigée par la droite et épicentre de la première vague de la pandémie de Covid-19 se sont opposés au gouvernement central sur la crise sanitaire. Preuve des enjeux que revêt ce vote, la présence du Premier ministre Pedro Sánchez à la tribune, aux côtés du candidat socialiste. Madrid ne peut pas continuer à être divisée, elle ne peut pas continuer à être systématiquement en conflit avec le gouvernement espagnol et avec les gouvernements régionaux voisins, qu'ils appartiennent au Parti populaire ou au Parti socialiste. Le chef du gouvernement sait que son parti est en mauvaise posture dans la capitale, car la favorite des sondages, c'est elle, Isabel Díaz Ayuso, la présidente de la communauté de Madrid, la chef de l'exécutif de la région. Cette figure montante du Parti populaire, le principal parti d'opposition de droite, a fait campagne sur une critique de la gestion de la pandémie par le gouvernement central. La jeune femme a d'ailleurs fait de la communauté de Madrid la région la plus permissive du pays, en maintenant bars, restaurants, cinémas et théâtres ouverts. Ils m'ont dit, tu dois fermer parce que le ministre le dit. Et j'ai dit au président du gouvernement, je ne vais pas fermer Madrid parce qu'il n'y a aucune raison. Parce que le vote uni du Parti populaire est le seul vaccin efficace contre le sanchisme, contre ce radicalisme, contre la ruine, contre la confrontation dans les rues. Pourtant, bien qu'actuellement créditée de 40% des intentions de vote, Isabel Díaz Ayuso ne pourra sans doute pas gouverner seule et devra donc s'allier à Vox, la formation nationaliste qui soutient déjà le Parti populaire à la mairie de Madrid et dans 2 autres régions. Les membres de Vox ne cachent pas une certaine nostalgie pour le franquisme, ce qui leur vaut d'être taxés de fascistes par les radicaux de gauche de Podemos, également lancés dans la course. Les Rouges contre les fascistes, le vieil antagoniste fantôme de la dictature espagnole, s'est même concrétisé durant la campagne par l'envoi de lettres contenant des balles, des menaces de mort, dont 2 ont été adressées à des candidats. Retour au Bénin pour parler sport. Une vingtaine de Scrabble béninois ont participé samedi dernier à l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération béninoise de Scrabble. Une compétition qui s'est déroulée en 3 parties et qui a été remportée par Émile Agbanglassi. Laurent Tonéikès pour les détails. Émile Agbanglassi remporte le prix de l'édition 2021 de la Coupe de la Fédération béninoise de Scrabble. Une compétition qui s'est déroulée le samedi 1er mai à l'Infosec de Cotonou. Donc c'est la Coupe de la Fédération, c'est 3 parties en semi-rapide pour aboutir à un palmarès qui va entrer en compte pour la qualification des Scrabbleurs béninois pour le Champas, championnat de Scrabble d'Afrique. Une compétition qui aurait pu se tenir en début de l'année n'eût été les menaces de la Covid-19 et les moyens financiers qui ont été tardivement mobilisés. Après cette compétition qui a réuni la vingtaine de Scrabbleurs, d'autres compétitions sont en vue. Donc nous jouerons la Coupe du Président le 8 mai et ensuite nous allons nous préparer pour participer au Champas à Dakar et
nous ne sommes pas encore sûrs que les championnats du monde tiendront, mais s'ils se tiennent, la fédération béninoise participera comme elle en a l'habitude depuis une quinzaine d'années au championnat du monde de Scrabble. Plusieurs prix ont été décernés aux participants de cette compétition. Il y a un premier prix, il y a une coupe pour le vainqueur, il y a un premier prix avec une enveloppe, un deuxième prix, un troisième prix. Ça c'est pour le palmarès global et il y a des prix par série. Donc pour motiver les autres Scrabbleurs qui ne peuvent évidemment pas espérer détrôner les cadres de la discipline qui sont non seulement cadres au Bénin mais cadres également sur le plan africain et mondial. Julien Afaton, vice-vainqueur de cette coupe, promet de travailler pour ramener bientôt un titre continental. Il a juste là un mois que j'ai appris ça, donc du coup j'ai commencé par préparer ce champasse dès que j'ai appris cette information. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les résultats, donc je vais continuer à travailler pour pouvoir quand même essayer de remporter un titre continental. Pour le moment, rendez-vous est pris pour le samedi 8 mai où les Scrabbleurs béninois devront s'affronter pour la Coupe du Président. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.